Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo un peu spéciale puisqu'on ne va pas parler de forge, on va parler épée. Alors plus précisément, cette vidéo va porter sur le fauchon. Alors le fauchon est une arme médiévale avec généralement un seul tranchant et dont la forme et l'utilisation peut nous rappeler celle d'un sabre. Contrairement aux armes à double tranchant, les fauchons sont asymétriques, ce qui leur permet d'avoir de meilleures capacités de coupe. En fait, une épée à double tranchant doit venir former une émouture déjà dès la moitié de la lame. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des émoutures qui sont relativement courtes et abruptes. Surtout si on veut garder un peu d'épaisseur dans la lame. En comparaison, une lame à tranchant simple va avoir beaucoup plus de temps pour venir affiner l'émouture et donc donner un tranchant plus fin et plus graduel. Alors il existe énormément de types de fauchons. Celui-là que j'ai fait assez court, à tranchant simple, avec un décoché sur la pointe. Mais surtout je me suis inspiré d'une pièce qui est présente au musée de l'armée à Paris, dans lequel le tranchant est du côté inférieur et non pas du côté extérieur. Celui-là j'ai fait beaucoup plus long, donc éventuellement à une main et demie, avec une lame très large. Cependant ici, le tranchant est du côté extérieur de la courbe. Peut-être qu'en voyant des lames comme ça, vous vous êtes dit ça fait quand même assez exotique, ça fait peut-être même un peu oriental. Et effectivement, il semblerait que les fauchons soient arrivés en Europe à partir du XIIIe siècle. Donc possiblement à l'issue des croisades. Alors bien sûr, les premiers fauchons ne ressemblaient pas à ça. En fait, ils étaient plutôt similaires à des gros hachoirs. Et ils avaient généralement pas de garde, pas vraiment de pommeau. C'était plutôt des sortes de gros couteaux améliorés. Mais assez rapidement, les fauchons reprennent les principes des épées plus classiques. Et donc on commence à les faire avec des gardes pour protéger la main, et un pommeau à la fois pour caler la main pendant les mouvements, et aussi pour aider à l'équilibrage de la lame. Donc là voici un exemple de pommeau rond, et ici un pommeau plutôt en queue de poisson. Mais c'était de loin le pommeau rond qui était le plus utilisé. Dans l'imaginaire collectif médiéval, le fauchon avait une connotation un peu exotique, orientale et même païenne, de manière à ce que dans les manuscrits, bien souvent, c'était les criminels et les non-croyants qui étaient assignés à des fauchons. De plus, comparé à une lame à double tranchant, les fauchons sont quand même nettement plus faciles à fabriquer, tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule dimension de tranchant à gérer, et finalement c'est pas si différent d'un très grand couteau. Ça en fait donc des lames qui sont moins chères et plus accessibles aux classes les plus basses de la population, et donc par extension aux voleurs et aux brigands. Ensuite, vous savez que les symbolismes religieux étaient omniprésents au Moyen-Âge, et les épées droites à double tranchant ont une forte ressemblance avec une croix. Les épées à double tranchant étaient vues comme des lames plus nobles, et on va dire avec un peu plus d'importance morale que les fauchons. Et d'ailleurs, dans certains traités d'armes, les épées à double tranchant comme ça sont appelées la croix. Alors du point de vue du maniement, les fauchons ont tendance à avoir des poids relativement portés vers l'avant, tout simplement parce que comme ce sont des armes de coupe, eh bien elles vont avoir besoin d'un petit peu plus d'autorité dans la lame. Alors par exemple sur ce fauchon là, on a un point d'équilibre qui est quand même très vers l'avant, vous voyez. Voilà. Alors la conséquence de ça, c'est qu'on va éviter d'interrompre constamment son mouvement lorsqu'on donne des frappes, et au contraire on va faire un mouvement un peu plus long, et avec un mouvement qu'on va essayer d'entretenir pour armer son prochain coup. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'escrime un peu plus légère avec ce genre d'épée, parce que oui, il y en avait qui étaient très épais et très lourds, donc en fait c'était quasiment des hachoirs, mais il y en a, comme celle-ci, qui étaient quand même relativement fines, et qui permettaient quand même une certaine agilité. Alors moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les épées légères, donc celle-là fait à peu près 650 grammes, et en gros on a un dos de 5 mm vers la poignée, et puis qui diminue jusqu'à 2 ou 3 mm vers la pointe. Alors certes, son point d'équilibre est quand même très vers l'avant, mais ça, c'est grâce au pommeau. Alors généralement, le rôle du pommeau, c'est de ramener le poids vers la main, donc en fait d'avoir un point d'équilibre qui serait plus proche de la poignée, et ça aurait le même effet que de tenir un marteau en bout de manche, ou alors de le tenir près de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a le poids qui est proche de la main, plus on va pouvoir derrière bouger son arme.
Mais avec ces un peu plus de 600 grammes, on a déjà une lame qui est tellement légère que pour préserver un petit peu d'autorité, eh bien j'ai fait un pommeau creux. Donc en fait, c'est un anneau en acier avec de chaque côté des tôles bombées qui ont été soudées. Ce qui permet donc de réduire énormément le poids. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'était bel et bien une technique qui était utilisée à l'époque, et donc qui permet de garder un pommeau plus gros, à la fois plus esthétique, mais surtout qui retient beaucoup mieux la main, et ce, sans impacter le maniement de l'épée. Alors ici, on a deux types d'armures très communes. Déjà la cotte de maille qui était omniprésente au Moyen-Âge. Donc c'est une armure qui est extrêmement flexible, en fait, pas si différemment d'un tissu. Et qui a été utilisée sous différentes formes à travers l'histoire, que ce soit depuis l'Antiquité, à travers tout le Moyen-Âge, et avec même quelques rares exemples à la Première Guerre mondiale. Alors je ne vais pas essayer de faire des tests de coupe sur la cotte de maille aujourd'hui, tout simplement parce que c'est de l'acier, et vous n'allez pas couper à travers juste en tapant dedans. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste détruire votre tranchant. Alors bien sûr, ce genre d'armure a quand même des faiblesses, et la première étant sa flexibilité. C'est-à-dire que oui, on bouge très bien en cotte de maille, mais la contrepartie, c'est que l'armure ne va pas protéger contre l'énergie des chocs qui va passer à travers. C'est-à-dire que si votre fauchon est suffisamment lourd, en donnant un gros coup de bourrin sur la cotte de maille, eh bien certes, vous n'allez pas couper à travers, mais ça peut quand même casser les os, surtout si vous tapez dans une articulation. Donc c'est une première limite de la cotte de maille. Et la deuxième étant que puisqu'elle est constituée d'anneaux, eh bien on peut essayer de faufiler la pointe à travers, et en donnant un coup suffisamment puissant et avec suffisamment de force derrière, eh bien on a une chance de casser les anneaux et donc de faire rentrer la pointe. Alors par contre, à partir du XIVe siècle, on commence à voir apparaître des armures en plaques. Et là par contre, on change un petit peu d'histoire puisqu'il n'y a plus vraiment de faiblesse à exploiter sur une plaque comme ça. C'est-à-dire que déjà c'est une coque qui vient protéger le corps et donc qui est extrêmement efficace pour dissiper les coups. En fait, ça devient littéralement un exosquelette. Alors inutile de dire qu'on va pas pouvoir percer à travers ou couper à travers avec simplement des coups d'épée. C'est-à-dire que généralement les armures vont être en tôle relativement fine pour rester légères, mais vont être tout de même renforcées sur les endroits un peu sensibles. Par exemple, le milieu d'un plastron peut faire 2 ou 3 mm d'épaisseur. Bon, et bien sûr, pour économiser du poids, eh bien, les côtés et le dos, on va les faire peut-être en 1 mm, même parfois moins. Alors, à ce moment-là, éventuellement, on peut utiliser la pointe du fauchon pour venir essayer de contourner les défenses et venir piquer derrière. Mais bien souvent, quand on peut s'acheter des plaques, on peut aussi s'acheter de la cotte de maille. Et ça veut dire que même en essayant de contourner la plaque, eh bien, il va tout de même falloir percer à travers de la cotte de maille. Et comme on l'a vu, eh bien, c'est pas forcément gagné. Alors sur les manuscrits médiévaux, on voit quand même des fauchons être utilisés comme des grands hachoirs contre des adversaires en armure. Et je pense que c'est pas forcément délirant, dans la mesure où oui, on va vraiment abîmer son fauchon, mais par contre, si votre fauchon est suffisamment lourd, eh bien donner un grand taquet dans la tête de l'adversaire peut avoir de relativement bons résultats. Mais là maintenant, je vais vous présenter ce qui pour moi est l'utilisation la plus pertinente d'un fauchon. Eh bien, c'est la représentation d'un bras. Alors particulièrement avant le XIVe siècle, c'était pas tout le monde qui pouvait s'acheter des armures en métal, et donc eh bien, le premier moyen de défense, c'était des tissus très épais, donc ce qu'on appellerait des gants bisons. Alors ce sont des armures qui protègent quand même très bien des coups, à la fois parce que le tissu épais fait office de rembourrage, mais aussi parce que mine de rien, une couche comme ça de tissu va protéger étonnamment bien des tranchants et des coupures. Alors évidemment, on ne sera jamais au même niveau qu'une armure en métal, mais c'était quand même beaucoup plus abordable pour le soldat moyen. Et donc là où je pense que le fauchon peut briller, c'est que grâce à sa puissance de coupe, eh bien peut-être que le tissu ne sera pas suffisant pour venir protéger le porteur, particulièrement si le fauchon est très bien aiguisé. Alors dans mon assemblage, le bâton va faire office d'os, le plastique apporte un petit peu de souplesse et de fermeté, donc pas de manière si différente d'un muscle. Et enfin, on a 8 épaisseurs de tissu épais, et je pense que ça peut être étonnant de voir les résultats contre ça. Alors non, je ne vais pas couper à travers une carcasse de porc comme dans Le Meilleur Forgeron, Forged in Fire, tout ça. Et je sais très bien que ça vaut pas grand chose d'un point de vue scientifique. On va dire que c'est plutôt un prétexte pour vous présenter le fauchon. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai apporté pas mal de bouteilles,
pour vous faire une petite présentation de test de coupe. Donc évidemment, couper une bouteille en deux ne veut rien dire du tout sur les performances en combat d'un fauchon. C'est simplement là pour vous présenter l'arme. Alors nous allons enfin pouvoir passer aux démonstrations. Le fauchon que j'utilise dans cette vidéo a des finitions très sommaires, donc un polissage grossier, des formes pas très droites. De ce point de vue-là, ce fauchon est bien différent des pièces toutes brillantes qu'on va voir dans les musées, et correspondrait plutôt à un exemple de fauchon de munitions, donc autrement dit pour le soldat moyen. Mais il remplit cependant parfaitement sa tâche, donc l'équilibrage est bon, la géométrie du tranchant permet de passer sans souci à travers la cible, et les proportions de la poignée permettent un bon maniement. Alors d'avance, je vous demande pardon si ma technique est pas parfaite. Je suis quand même un peu rouillé, ça fait un sacré moment que j'ai pas fait d'escrime. Alors je vais faire un coup relativement simple, de haut en bas, en diagonale. Donc le bâton n'est pas tenu pour donner un peu de jeu. Et je vais tenter une frappe simple de haut en bas. Alors je pense déjà qu'on peut constater la puissance de frappe d'un fauchon. Et si on regarde la manière dont le bois a cassé, eh bien on se rend compte que ça a réussi à bien rentrer dans le bois et ensuite à le fendre. Donc en fait la lame a passé les 8 épaisseurs de tissu, évidemment le plastique, et ensuite 5 ou 6 mm à l'intérieur du bois avant de le casser. Donc maintenant sur une planche de sapin, on est à peu près 2 cm d'épais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos du genre. Donc plutôt axé sur le médiéval que axé purement sur la forge. Et puis sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.